Donc, bienvenue à Tools, Tips and Tricks, en français, outils, astuces et astuces crâne. Et donc, aujourd'hui, on va vous apprendre à faire des paquets Python. Alors, avant d'attaquer la partie vraiment TP, hein, voilà. Pour info, ça sera organisé en mode TP. C'est vous qui allez bosser et pas moi. Euh, Pourquoi est-ce que on aurait envie de faire des paquets Python, hein? Après tout, pendant très longtemps, moi, mon opinion, c'était un Jupyter Notebook, c'est largement suffisant pour faire tout ce qu'on veut. Il y a plusieurs cas où ça peut être utile. La première raison, c'est avant tout pour vous-même. Parce qu'en fait, alors des fois, un code, vous n'allez jamais le réutiliser, mais parfois, vous allez vouloir réutiliser des bouts de votre code dans d'autres projets que vous faites. Et ben dans ce cas-là, avec des notebooks, c'est un peu embêtant. Ça se fait, hein. Il y a des techniques, il y a des tricks justement pour charger à partir d'un notebook, mais c'est compliqué. Et autre chose, alors là, c'est plus en vieillissant que vous vous en rendez compte, hein. Les petits jeunes qui ont un an de Python ne vont pas forcément s'en rendre compte. Mais essentiellement, un code que vous n'avez pas touché depuis un mois, c'est compliqué de replonger dedans. Et un code que vous avez écrit il y a plus d'un an, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Vous ne reconnaîtrez pas vos propres styles d'écriture sur un code qui a plus d'un an. Et donc, votre vieux code, il a été écrit par un étranger. Et si vous voulez vous en servir, il faut un petit peu mettre un peu de gras. Et donc, faire un paquet aide à faire ça. C'est aussi très pratique de faire un paquet pour que les autres gens, qui ne sont pas vous, puissent utiliser votre travail. Parce que sinon, avoir 40 lignes d'instructions très compliquées qui ne marchent que sur votre PC, dont vous n'êtes pas sûr que ça marche sur votre PC, ça ne va pas rendre facile la diffusion de votre travail. Alors que si les gens ont juste à faire pip install mon paquet, c'est quand même pas mal. Et la troisième raison, qui n'est pas la plus importante, c'est quand même pour se la péter. Parce que voilà, pip install mon paquet. Je veux dire, vraie anecdote, quand je suis arrivé à Swapcard, Yanjou a eu la mâchoire qui s'est décrochée quand elle a compris que Gizmo, pip install Gizmo, c'était moi. Alors que vous allez voir, en fait, c'est débile et c'est super facile d'avoir un pip install son paquet, mais ça claque. Pour les gens qui sont à tendance créée, c'est-à-dire pour des gens qui sont à tendance théorique, la plupart des créés ont la réputation d'être incapables de faire du code et donc être capables de faire des paquets. Ça permet de montrer que c'est faux. Je ne regarde personne en particulier. Et pour les gens qui sont plutôt cambouis, donc là je regarde un petit peu Marco, c'est des gens donc, qui ont effectivement la réputation de savoir coder, mais avec un paquet, il y a moyen de coder avec du style, au moins pour les apparences extérieures. Et je Oui. profite pour ajouter un truc, c'est dans la catégorie se la péter, Hmm. quand vous soumettez un article et qu'en accompagnement de votre article, vous avez un beau package de code bien propre, ça claque quand même pas mal, hein. Voilà. Hmm. Et comme vous êtes, oui. J'ai une question aussi. Est-ce qu'il faut forcément que le package soit mis sur un GitHub, en fait, ou est-ce qu'on peut aussi faire ça en local? Alors pour aujourd'hui, je vais faire que la version GitHub, mais en fait, une fois qu'on a compris comment ça marche, ça peut s'adapter. Alors chez Swapcard, par exemple, je fais beaucoup de paquets privés, donc ils sont sur GitHub, mais en privé. Quand j'étais à Nokia, il y a très très longtemps, j'utilisais le GitLab Nokia pour mettre des paquets sur Nokia. Éventuellement, on peut faire du pur Git local, mais c'est quand même déconseillé. Il est souvent recommandé d'avoir un repo Git pour des raisons de juste garder une copie de son code en sécurité, c'est quand même bien. Mais a priori, tous les partenaires du Lynx et même tous ceux qui sont en académique ont accès soit à un GitHub, soit à un GitLab quelque part. Et d'ailleurs, même le Lynx offre un serveur Git. Pour ceux qui n'ont vraiment aucun Git, le Lynx fournit un service Git. Par contre, il faudra apprendre un petit peu à bidouiller. Là, ce que je propose aujourd'hui, c'est du tout en un brainless. Et faut après comprendre ce que font les différentes parties et les adapter pour faire ce que tu veux. Alors, un paquet Python, c'est quoi? C'est avant tout une structure locale de fichiers qui va contenir quelques fichiers considérés comme obligatoires pour un paquet. Donc, il est considéré comme obligatoire d'un fichier README avec une extension qui peut être MD ou RST. Et alors, je ne vais pas parler aujourd'hui des batailles entre setup.py et Poetry, mais pour faire simple, il faut un fichier qui s'appelle pyproject2ml qui va être le mode d'emploi de votre paquet, qui va indiquer… Oui, tu as une question. Le README, c'est obligatoire pour GitHub ou pour Python? C'est obligatoire pour Python aussi.
En l'occurrence, le pipe.tree, le champ où est-ce qu'est le readme est un champ obligatoire de la déclaration du paquet. D'accord. Après, ça peut être un readme RST, un readme sans extension, un readme.md, mais il y a un readme qui va faire peupler. Ensuite, il y a plein de fichiers dont vous n'allez certainement pas comprendre à quoi ça sert, mais c'est pas très grave. Ils vont servir à faire la documentation, à plus ou moins à donner plein de méta-instructions à votre paquet. Éventuellement, il peut y avoir des bouts de vrai code dans le paquet. Ça peut être utile. Il y en a qui disent que c'est quand même plutôt obligatoire. Bon, voilà, ça dépend des gens. Hein. Pour info, j'ai déjà fait des paquets sans code et Package Alper 2, le prédécesseur, est un exemple de paquet sans code, par exemple. Quasiment sans code, ouais. Ouais. Il y a juste du JavaScript pour l'affichage du site. Oui, mais c'est de la doc. Voilà. Après, donc, c'est quand même bien d'avoir un répertoire Git quelque part. Donc, les plus connus, c'est GitHub et GitLab, pour pouvoir un petit peu synchroniser votre système. C'est là où vous allez avoir des actions ou d'intégration continue et de développement continu qui vont pouvoir vérifier que votre code fonctionne toujours, qu'il n'est pas en train de mourir dans un coin. C'est là que vous allez publier typiquement votre documentation pour que les gens puissent comprendre comment marche votre code. Et c'est là que vous allez gérer tout ce qui est les utilisateurs qui se plaignent, ouais, ça marche pas, qui soumettent des PR. Ils en font jamais un, mais bref, devraient en faire logiquement. Donc PR, c'est pull request, c'est quand des gens vous proposent de rajouter une fonctionnalité à votre projet. Pratique. Voilà. Et un paquet, moi dans la version qu'on va faire aujourd'hui, c'est aussi un petit répertoire sur PyPy, qui est donc le principal répertoire de paquets Python, où essentiellement vous serez répertorié pour que vous ayez la possibilité de faire pip install PyPackage. Alors, pouf. Il y a des validations sur PyPy, le package, comme dans les App Store. Non, C'est ça qui est bon. PyPy est un bordel immense. Je pense que tu as 98% des paquets en termes de nombre à présent dans PyPy qui sont juste bullshit. D'ailleurs, moi, j'en ai fait 3 ou 4 pour package helper. Voilà. En plus, PyPy a une politique d'éternel qui est quand ton paquet est là, bah, il est là. Voilà. Et parfois, c'est embêtant d'ailleurs parce que pour les noms de paquets, du coup, quand tu cherches un truc, ça a été pris, mais il n'y a rien, mais ça a été pris. Donc, tu dois souvent chercher des noms de paquets un peu rigolo. Mais non, PyPy, sa grande force, sa grande faiblesse, c'est essentiellement la seule validation, c'est d'avoir un compte. Ouais. J'ai 2 questions. Mhm. La première, c'est est-ce qu'il y a possibilité d'avoir d'autres repos PyPy? Oui, il y a d'autres repos que PyPy. Alors par contre, j'ai plus les noms en tête. Alors dans les tutoriaux, il y a d'autres boilerplates qui proposent d'autres repos. Donc oui, il y a d'autres repos. Alors parmi ceux que le grand public connaisse, il y a le repo d'Anaconda. Marco va dire qu'il y a les repos Debian qui sont très bien pour faire du Python. On n'est pas d'accord là-dessus, mais ouais, de fait, c'est un repo de paquet Python. Donc voilà, il y a plein de repos. Le plus connu en Python, c'est quand même PyPy/pip. Mais privé aussi. Hein, c'est possible d'en avoir des privés de repos. bien sûr. Alors pour info, moi par exemple, mes paquets privés Swapcard se dépendent les uns des autres et dans mes dependencies justement, il y a l'accès au repo privé qui est écrit. Donc je ne vous montrerai pas exactement comment c'est fait, mais plus pour des raisons de temps. Hein, il y a moyen de le montrer sans que ce soit critique, mais ça se fait, ça se fait. Et la deuxième question, c'est est-ce que quand tu crées un nouveau projet Python, tu crées tout de suite une structure de package ou est-ce que tu as le temps d'avoir un minimum viable quelque chose pour faire ton package? Alors ça dépend un petit peu des gens, j'ai envie de dire. C'est une question de goût. Moi, ma façon d'opérer, c'est généralement, j'ai ce que j'appelle l'établi, qui est essentiellement un Jupyter Notebook, où je vais taper dessus jusqu'à effectivement avoir un MVP, un Minimum Viable Project. Et une fois que j'ai des bouts de code qui ont l'air de tourner un petit peu et que mon notebook commence à devenir un peu trop gros et que voilà, principalement, le signe, c'est quand je commence à avoir des inverses références, c'est-à-dire que je référence dans des cellules du dessus des trucs que j'ai déclarés dans les cellules du bas. Je sais qu'il est temps de breaker le notebook. Et donc, à ce moment-là, je fais un squelette et je commence à peupler en code le truc. Mais c'est mon manière de Quand tu as peuplé le squelette, c'est là que tu objectifies. C'est ça, c'est essentiellement quand tu prends le squelette, tu commences à remettre en point paille, câbler la doc et tout. Mais, on va faire un petit peu aujourd'hui. Voilà. Et donc, il y avait le what, il y avait le why, et par Feng Shui-ness, j'ai le O. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est des choses qui, théoriquement, peuvent être faites à coup d'éditeur de texte, une fois qu'on installe les logiciels Git.
que des fichiers texte. Donc, je suis sûr qu'il y en a qui font ça uniquement en Batimax ou VI. Il n'y a pas de souci. Il y a énormément de tutos Package Helper 3 en ligne. Le seul problème, c'est quelqu'un qui... Je ne sais pas qui c'est. Ah, Marco, on t'entend. Ah, pardon. Donc, il y a énormément de tutos et leur principal problème, c'est qu'il y en a trop. C'est-à-dire, essentiellement, trouver le tuto qui nous correspond prend énormément de temps. Alors, je ne sais pas pour toi, François, quand tu as fait Package Helper 1 et 2, si c'était ta motivation, faire ton propre truc parce qu'il y en avait trop, en fait. Ouais, bah, en fait, j'étais tombé sur Cookie Cutter, j'avais trouvé ça génial et du coup, j'ai adapté, quoi. Voilà. Et donc, c'est un peu tu as fait la continuation de ça, quoi. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer Package Helper 3, qui est la continuation de Package Helper et Package Helper 2 qui ont été faits par Enfant ici présent. Essentiellement, c'est avec une simple ligne de commande, vous allez créer votre squelette. La documentation de Package Helper 3 fournit un tutoriel très complet et aussi un tutoriel rapide, ce qui est quand même très pratique, pour se rappeler qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un package. Et c'est désigné pour un système très précis, c'est-à-dire PyCharm pour l'édition. Vous pouvez utiliser VS Code, VI, Wemax si vous voulez, mais Package Helper 3 est fait pour PyCharm. Il y a des macros PyCharm qui sont inclus dedans. Et c'est fait pour une intégration GitHub complète avec documentation mise sur les GitHub Pages et publication sur PyPy. Voilà. Ça fait tout ça tout en un. Si vous voulez autre chose, ce que vous avez tout à fait le droit, il faudra chercher d'autres tutos ou comprendre comment étendre Package Helper 3 pour faire cela. Il est modulable ou pas? Ça, tu peux sauter des options? Alors, Package Helper 2, tu avais fait en sorte que tu puisses sauter les options. Moi, j'avoue que j'étais un peu crade. En fait, l'idée, c'est qu'une fois que tu as compris la logique, tu peux sauter les options toi-même. Donc, En fait, le fait que ce soit spécifiquement pour PyCharm et GitHub c'est un peu le prix de la simplicité, quoi. Au lieu de faire 3 embranchements à chaque fois que tu dis comment faire un truc, bah tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et du coup, tu peux faire ton truc en mode brainless. Et donc, moi, j'ai fini de bosser. Voilà, j'ai passé un quart d'heure. Ouais, bonne journée. Voilà, exactement. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site de Package Helper 3, qui est ici. Je vais un peu laisser quelques instants pour que tout le monde y aille. Et essentiellement, vous allez bêta-tester pour moi le tutoriel. Alors, Marc-Olivier et François, que je remercie énormément, ont déjà fait une première bêta-test pour que vous évitiez toutes les bêtises de base. Mais justement, on va vérifier si c'est facile ou pas de faire un package. Normalement, tout le monde a dû avoir le truc. Ok. Donc, vous allez là, hop là, vous avez un superbe tutoriel fait avec PyData. Merci à Marco d'avoir suggéré d'avoir le style PyData dans les options. Là, comme ça, pouf. Ah, t'as bien aimé donc du coup? Bah, regarde, j'ai passé la doc dedans. Ah ouais, non, mais je vois ça, mais je veux dire, c'est-à-dire que t'as préféré par rapport à l'autre template. De fait. Alors après, attention, Marco, il y a Fabien qui a suivi un de tes conseils. ouais. Ouais, ça m'inquiète un peu, mais je trouve ça bien, c'est bien. Alors, ceci dit, j'hésite à passer dans Book parce que PyData a l'air d'avoir quand même quelques petits bugs. Genre, CTRL-K marche pas, par exemple. Ah, peut-être, je sais pas, je n'utilise pas. Mais bref. Donc voilà, vous avez un petit tutoriel. Donc essentiellement, le tuto est fait de 3 parties. La phase préparatoire qui va vous indiquer exactement tout ce qu'il faut installer. Donc les paquets à installer, les comptes GitHub et PyPy à créer, les logiciels à installer, tout ça, tout ça. Faut se créer un compte GitHub. T'en as pas? Si. Ah voilà. Ah bah oui. Je sais pas si j'ai bien identifié là. Après, c'est pas nécessaire pour faire 90% du tuto, mais du coup, tu pourras pas aller jusqu'au pip install my package. En fait, la fonctionnalité essentielle de PyData, c'est l'icône que tu as en haut à droite, là, l'espèce de cercle blanc et noir qui permet, voilà. Ah, merci. Oui. Merci beaucoup. Tu préfères comme ça, Marco? Ah oui, merci. Ok, pas de souci. Et autre chose que je n'avais pas trouvé facilement dans l'autre style c'est Redvodox, pour ceux qui connaissent. C'est nativement, il y a moyen de mettre un lien GitHub ici. Et l'air de rien, très souvent, j'étais dans ma documentation, je devais aller dans le paquet. Et essentiellement, il fallait retourner sur la page de garde. Sur la page de garde, tout ça. Bref, j'ai quand même beaucoup besoin d'en avoir directement un là d'accès. Et je me rends compte que quand on fait du zoom, du coup, le mode de navigation, je n'y ai pas accès. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie des joies du direct.
En fait, plus généralement, tu peux mettre des liens vers à peu près ce que tu veux, hein. Oui. Ça peut être un lien vers Mm. Read the Doc, tu peux mettre un lien vers à peu près tout ce que tu veux. Il y a des icônes qui sont préconçues pour à peu près tout ce que tu peux avoir envie d'imaginer, de pointer, du pipi, Tout enfin à fait. vraiment tout. D'ailleurs, pour info, sur ton paquet Minifold, mais aussi dans d'autres paquets que j'ai vus, le lien PyPy, pardon, ne s'affiche pas. Et du coup, je ne l'ai pas mis chez moi parce que le lien PyPy ne s'affiche pas. Si tu arrives à Mhm. comprendre pourquoi. Oh là, moi, Mais moi voilà, mon utilisation est assez basique. voilà. C'est pour info, c'est le cas aussi chez ton paquet. Donc, tu es aussi impacté par ce bug. PyData, moi, il apparaît pas quand je le mets dans les options. Ah d'accord, ok. PyPy, le lien PyPy. Non, moi, le truc qui m'avait un petit peu agacé, c'était plutôt que la barre de gauche avait l'air de servir à rien Mhm. quand tu étais dans la doc vraiment du code. Et je l'avais même carrément masqué enfin, moi, je la masque carrément dans mon template tellement j'ai l'impression qu'elle sert à rien. Ouais, moi, je les laisse. Mhm. D'accord, ok. Bah, là, elle est bien là. Mais souvent, moi, en général, dans la doc, que je parle vraiment la doc du code là, que tu génères avec Sphinx, c'était pas terrible. Alors, ça dépend ensuite de ta structure. Et effectivement, il faut que tu fasses ta structure de doc de sorte à ce que le truc serve un peu. Genre, typiquement, là, tu vois, par défaut, il est intelligent quand tu as un fichier simple, il te met rien à gauche. Et Mhm. tu commences à avoir un peu de structure, que là, il va te mettre. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là, ça marche bien. Ouais, c'est peut-être. Oui, non, mais là, tu es dans des trucs où tu as de la markdown avec du titre et des sous-titres et des machins. Donc, Ah, bah oui. il a des trucs à raconter. Mais quand tu es vraiment dans la doc Sphinx du Hum. code. Bah, chez moi, il te met rien par défaut. Oui, oui, d'accord, oui. Ok, ok. Donc, du coup, j'ai pas besoin de faire le chose. Voilà. Désolé à tous ceux qui font le tuto, on papote un petit peu, mais voilà, je rappelle que c'est le moment pour tous les gens qui sont ici de travailler et d'essayer un petit peu de suivre le tutoriel, de ne pas hésiter à m'insulter, poser des questions s'il y a des problèmes. Hop. Je vais un petit peu du coup regarder et vous expliquer pour passer le temps. Donc évidemment, il faut avoir Python sur sa machine. Alors pour les débutants, j'ai tendance quand même fortement à recommander, y compris aujourd'hui, d'utiliser Anaconda parce que c'est un paquet qui est tout un an essentiellement. Pour ceux qui sont moins débutants, je recommande d'installer juste le Python de base pour une raison très simple. C'est en fait une des forces et malédictions de Python, c'est la gestion des dépendances qui est très, très laxiste. Et donc, en particulier, c'est très facile en Python d'avoir la moitié de ces paquets qui sont gérés par un gestionnaire de paquets, l'autre moitié par un autre gestionnaire et encore une autre moitié par un troisième gestionnaire. Et Python va souvent accepter de le faire, sauf jusqu'au moment où ça va coincer. Et de fait, ça coince souvent. Donc, c'est pour ça que moi, maintenant, j'essaye de rester pur pip. Je ne fais que mes installs avec le pip du Python de base. Bon, Marco, toi, je sais que tu es team Debian et que donc tu installes des deb dans tous les sens. Ça dépend en fait. Ma question est. Disons que moi, c'est quand je peux, c'est APT et sinon pipe en gros. Mais tu as raison, hein, il y a des fois, ça peut poser problème. Lâche. En fait, là où ça pose vraiment problème, c'est le jour où tu commences à faire de l'intégration continue et que tu veux redistribuer ton truc. En fait, tu as envie de dire à Poetry, installe tout ce qu'il faut en pipe et de vérifier que ça s'installe en pipe. Donc, tu peux faire ta popote sur ta machine en APT, en machin, mais au bout d'un moment, il va falloir mettre les vraies dépendances pipe dans Poetry. Il y aura un moment, tu devras y réfléchir, quoi. Donc, pour répondre à ta question, je fais un peu les deux. C'est-à-dire que je sais que je dois répondre à toutes les questions en pipe parce que j'aurai à le faire dans Poetry. Mm, Et après, sur ma machine à moi, je fais ce que je veux, tu vois. mm. Donc, sinon, blablabla. Alors, pour info, une distribution Python, ça se casse. Et il ne faut pas que vous soyez inquiet au fait de casser votre distribution Python. Ça vous arrivera très souvent. De toute manière, les versions de Python changent, je sais plus si c'est une fois ou deux fois par an, qu'il y a la nouvelle version qui est une fois par an, à peu près en ce moment, 18 mois, je ne sais plus quelle heure cycle. Mais voilà, donc de toute manière, vous allez devoir régulièrement jeter votre distribution à la poubelle et en refaire une. Et c'est pas grave.
c'est pas grave, c'est très rapide. Justement, si vous avez tous vos paquets qui marchent bien, essentiellement en un ou deux pip install, hop, vous avez reconstitué 99% de votre écosystème précédent. Donc ça se fait et c'est normal de changer de distribution Python assez fréquemment, c'est pas un souci. Donc, Alors, j'aurais juste une remarque par rapport à ta dernière remarque. C'est si la personne fait des environnements virtuels, normalement, il ne la casse pas. C'est tout le principe. normalement, Enfin, normalement. normalement. Faut juste pas se foirer et installer et bien être sûr qu'on est toujours dans l'environnement virtuel de son projet. Mais voilà. Ça arrive typiquement quand tu ouvres un nouveau terminal de te dire allez vas-y j'installe ça hop 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 ah mince je suis pas dedans. Moi, j'avoue que j'ai souvent envie de faire des choses dans l'environnement primaire, tout bêtement parce que quand je fais Jupyter Notebook, j'ai envie d'avoir un environnement générique. Et que de fait, quand je casse des choses, c'est parce que j'ai des paquets incompatibles qui se bagarrent dans cet environnement générique. Dans ces cas-là, c'est pas grave, je l'installe. Ouais, ouais. Oui, non mais là c'est alors juste pour répondre à ça mais ça va plutôt être pour les Linuxiens. euh, votre environnement primaire du coup ce sera pas répété et donc du coup il y a que root qui peut l'altérer et donc si vous faites vos pipes en utilisateur, que ce soit ou pas, dans un environnement virtuel ou pas, en fait, vous pouvez pas casser votre distribution primaire parce que vous n'avez pas les droits en tant qu'utilisateur. Donc ça pose pas de problème, en fait. Ça peut pas arriver sous Linux. Et j'imagine que sous Windows, selon la manière dont tu installes ton Python, si en gros, la distribution elle-même nécessite des droits administrateurs et qu'ensuite tu fais l'effort à chaque fois que tu fais un pip de le faire en tant qu'utilisateur, tu peux avoir un peu la même séparation. C'est possible. Personnellement, c'est toujours installé. Je crois même pas que j'ai c'est toujours installé sur mon compte local. Je crois pas que je mette root sur Windows. Et je te dis, ben, quand je le craque, ben, je le réinstalle. Alors, c'est un peu Ouais. embêtant parce qu'effectivement, du coup, il faut que je pète tous mes environnements à la main pour les rebuild. Mais de toute manière, il faut, en Python, la philosophie, c'est quand même de rester à jour sur les versions de Python. Donc, une des recommandations d'ailleurs, que je donne dans le tutoriel, c'est essentiellement de ne pas rester plus de 3 versions en arrière. C'est-à-dire, actuellement, c'est 3.12, la dernière version stable officielle de Python. Donc, je recommande aux personnes qui sont à 3.9 ou moins de faire le jump en 3.12 parce que, de fait, 3.9, il y a de plus en plus de choses qui commencent à casser. Et voilà. Ça, c'est aussi savoir qu'il faut. C'est aussi une information qu'il faut avoir en tête quand on fait des paquets Python et qu'on gère du Python. C'est qu'il y a moyen de faire en sorte qu'un paquet Python puisse toujours s'exécuter correctement au sein d'un environnement virtuel. Vous allez spécifier exactement quelles sont les différentes versions des paquets à utiliser. C'est d'ailleurs, par exemple, dans Package Helper 3, il y a un des fichiers qui s'appelle le fichier lock, qui essentiellement donne une recette suffisante pour que votre paquet fonctionne. Il va dire, ben voilà, tu prends cette version-là du paquet, exactement cette version-là, il va dire exactement où est-ce que tu la trouves, et créer un environnement virtuel qui va être vraiment garanti, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que les versions de Python, des paquets Python changent en permanence et que du coup, il y a des compatibilités descendantes qui sont cassées tout le temps. Là, par exemple, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai eu un gros problème avec un paquet qui était assez essentiel pour utiliser AWS essentiellement. Et bah, en gros, pour des raisons de problème de maintenance, ce paquet-là me laissait le choix entre forcément installer URL 3 en version inférieure à 2. Alors, URL lib, c'est essentiellement une librairie fondamentale pour les communications réseau. Et d'un point de vue crypto, d'un point de vue sécurité, on considère que ça devient de plus en plus dangereux d'utiliser une version inférieure à 2. Ou alors de passer à une version Python plus grande que 3.10 parce que les dépendances font qu'en 3.10, mon paquet peut utiliser une URL libre plus grande que 2. Et ben du coup, moi, dans les spécifications de mon paquet, j'ai dit, bon, ben maintenant, ce paquet-là, c'est forcément du 3.10. Et j'ai interdit dans mes specs d'utiliser 3.9.
Donc voilà, pour rebondir sur ces histoires de distribution Python, ça casse et ça se réinstalle. En gros, n'ayez pas peur régulièrement de remettre à jour votre Python, de changer la version minor, le 3.x. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de, dès que la dernière version stable sort, de le faire, mais essentiellement, évitez d'avoir plus de 4 de lag. Voilà. Donc en ce moment, c'est 3.10, mais bientôt, ça sera 3.11. Est-ce que tu pourras transmettre ta recommandation à Mathieu, s'il te plaît? Pourquoi? Qu'est-ce qui... Parce qu'il me casse les pieds pour rester poli avec une. Ils ont un serveur de calcul là. Je sais pas si tu as connu Lambda V2 du temps où tu étais à Nokia. Non, mais je fais des lambda, donc je vois à peu près ce que c'est. Voilà, bah en gros, c'est encore du Python 3.8 et l'autre fois, je me suis arraché les cheveux parce que bah, c'était la fois où je t'avais parlé des histoires de NumPy. Hmm. Et pareil, en fait, sur des versions trop vieilles de Python, c'est le bazar parce que c'est plus vraiment supporté en gros. Ah oui. Et ça rejoint typiquement ce que tu dis. Je lui ai dit, écoute, tu me casses les pieds, t'as qu'à mettre à jour ton Python. Ce à quoi il m'a dit, ouais, mais ton paquet, quand même, il a besoin juste de NumPy, c'est pas un truc incroyable. Je lui fais, bah, moi, je te dis juste d'utiliser un Python récent, c'est pas incroyable. Et la discussion en est restée là. Et puis, enfin, il y a plein de raisons. Il y a vraiment des raisons de sécurité. Il y a globalement une question philosophique. C'est, faut toujours mieux obliger les utilisateurs à upgrader leur version que downgrader. C'est vraiment un principe de base. C'est parce que sinon, voilà, tu t'enfermes, quoi. Donc, les obliger à passer à la version supérieure et les obliger, voilà, vraiment, donc dire à Mathieu, bah non, maintenant c'est 3.10, c'est quand même beaucoup mieux que d'empêcher tous les NumPy d'être dans la version actuelle. Et puis, bon, alors même si je sais que, par exemple, Fanfan est un peu conservatif là-dessus, au fur et à mesure des versions Python, tu as quand même la syntaxe qui évolue légèrement, tu as des nouveaux syntaxiques Sugar qui sont introduits. Et enfin voilà, moi par exemple, le Walrus Operator, bah, j'aime bien l'utiliser. Et donc maintenant, je considère que j'ai le droit d'utiliser dans mon code. Parce que voilà, c'est quand même du 3.7 ou 3.8, je sais plus, donc j'ai le droit. Utiliser des doubles inégalités, bah, pareil, je considère que ça serait grotesque, j'ai pas le droit de le faire. C'est clair. Alors, ça a été introduit en 3.3, 3.4, mais bon, voilà, enfin, faut arrêter les Ouais, c'est bêtises. clair. Je sais que là maintenant les F-strings généralisés où essentiellement on peut faire n'importe quoi dans les accolades, moi c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai beaucoup été bloqué par le passé et je pense que mes prochains codes seront justement 3.11, 3.12 pour pouvoir un petit peu m'amuser là-dessus. Donc voilà, à un moment donné aussi, c'est aussi pour bénéficier des nouveaux avantages des nouvelles distribs. Donc il y a vraiment plein de choses là-dessus. Bah, je Bleu, suis bleu, bleu. converti, hein, t'en fais pas, hein. Oui, oui, je sais. Donc, installer Git, blabla. Juste pour faire un petit tour, vous en êtes où les gens à peu près? Moi, j'en suis au PayPal, il a essayé de trouver un peu. Ah, Et oh. il me demande un petit peu sa propre participation. Ah bah oui, bah sur... C'est obligatoire maintenant? Ah oui. Mm. Oui, bah peut-être. Moi, du coup, j'utilise Authenticator, c'est sans doute comme toi. Mais je Et, pense que du coup, je dois l'avoir aussi. Je vais vérifier. Ah, ça, c'est intéressant. Alors, moi, désolé, je fais pas le tuto en parallèle parce que je suis ah, sur bravo. mon téléphone. Je suis une grosse flemmasse. Prétexte que tu es. Donc, je regarde et je papote. C'est ma petite matinée liberté. C'est pour ça que j'ai décidé de rien faire. Mais je vois avec intérêt que tu fais des poétries self-add, poétrie bonne version, poétrie plugin up. Est-ce que tu peux. Donc, si j'ai bien compris ce que le nom suggère, en gros, ça te permet de remplacer bonne version dans poétrie, poétrie bonne version, c'est ça? Alors, tout à fait, tout à fait. Donc, hop, donc là, pendant que les gens travaillent, je vais un peu vous parler de poétrie. Et pour vous parler de poétrie, je dois vous parler un petit peu de setup.py. Donc avant, au temps de l'âge de pierre, les gens faisaient des paquets Python à l'aide d'un fichier qu'on appelait setup.py, qui essentiellement était moitié un exécutable, moitié un fichier de données utilisé par un paquet qui s'appelait setup.tools, qui était en charge justement de transformer ça en paquet. Et personnellement, je trouve que le comportement était un peu chaotique, dans le sens où les dépendances étaient écrites un peu à gauche, à droite. Il y avait un requirement dans le setup.py, plus des requirements texte qu'on mettait à côté. Bref, il y avait des trucs dans tous les sens.
Sur la gestion des versions, c'était extrêmement laxiste, c'est-à-dire essentiellement, il y avait peu ou pas de vérification faite sur comment gérer les versions sur les différentes dépendances de votre paquet dans setup.py. Donc, dépendance, juste pour info, c'est pour les débutants. Quand vous faites un paquet, très souvent, vous allez devoir utiliser des paquets auxiliaires, typiquement pour la science NumPy ou SciPy. Ceux qui font un peu de data analysis vont utiliser du Pandas. Après, voilà, il y a plein de paquets. Certains font partie de la distribution standard Python, d'autres doivent être installés auxiliairement avec pip install. Et voilà, tout ça, c'est des dépendances. Et déclarer les dépendances, c'est dire, ben voilà, pour que ce paquet tourne, ce paquet va devoir importer tel paquet, tel paquet, tel paquet, tel paquet, et donc il faut que ça soit là. Et donc la manière dont c'était fait avec setup.py était voilà, très mauvaise. Et des gens ont essayé de faire quelque chose qui soit PEP. Alors je suis désolé, les PEP, je les connais pas du tout. Un PEP 500 quelconque, 507, 508, 528, 566, voilà. Pour décrire comment est-ce qu'un paquet devrait être déclaré en Python. Et donc un logiciel qui s'appelle Poetry a été fait pour essentiellement faire du management tout en un, pas de l'installation du paquet pour les utilisateurs, enfin pas directement, ça c'est toujours Pip par exemple qui va s'en occuper, mais de l'installation du paquet pour les développeurs, avec en particulier donc une gestion non seulement de dépendance du paquet en lui-même, mais des dépendances dont le développeur a besoin pour travailler sur le paquet, parce qu'il y a des paquets que l'utilisateur final n'a pas besoin. Par exemple, pour créer la documentation, vous avez besoin d'un certain paquet. Pour tester que votre paquet fonctionne, vous avez besoin d'autres paquets. Et donc, voilà, Poetry va vous faire ça. Vous créez un environnement virtuel qui va donc bien spécifier les versions, va vous permettre de spécifier les conditions nécessaires pour déployer votre paquet. Ce paquet doit avoir entre telle et telle version de tel paquet, entre telle et telle version de tel paquet. Va vous produire des conditions suffisantes avec le fichier lock pour l'installation de votre paquet, c'est-à-dire si vous installez dans un environnement virtuel, tout ça, votre paquet va fonctionner. Donc voilà, tout ça, c'est Poetry. C'est l'outil de gestion de votre paquet du point de vue développeur. Et donc, c'est génial. Ça marche très bien. Ça fait vraiment plein de choses qui avant étaient faites par des logiciels différents. Donc, ceux qui se rappellent de l'époque setup.py, voilà, la gestion des environnements virtuels devait être fait plus ou moins à la main. La gestion des paquets devait être fait avec les gestionnaires de paquets que vous aviez dans votre système et ça marchait plus ou moins bien. Bref, avant les risques de clash, non pas parce qu'on avait bousillé le Python primaire, mais parce qu'on avait bousillé la gestion des environnements virtuels étaient assez grandes. Et avec Poetry, tout cela est réglé. Et donc maintenant, voilà, je reviens, Marc-Olivier, à ta question. Donc dans Poetry, il y a plein de choses qu'on peut gérer. Et ce que je recommande comme paramètre, d'une part, c'est de demander à ce que les environnements virtuels, c'est-à-dire la distribution Python associée à votre paquet pour le développer, vous les mettiez directement dans le répertoire de votre paquet. C'est-à-dire comme ça, au moins, vous savez où elle est, et le jour où vous avez besoin de la virer de manière un peu brutale, au moins, vous saurez où la virer de manière un peu brutale, même si normalement, Poetry fait très bien, mais bon, voilà, au moins, c'est là où c'est. Ensuite, il y avait un paquet Python qui marchait très bien avec setup.py qui s'appelait Bump Version, qui permettait automatiquement, quand on a une version 0.1.0, de passer en 0.1.1 ou en 0.2.0, essentiellement de faire une upgrade de patch, une upgrade mineure ou une upgrade majeure de la version de votre paquet. Et ça, en fait, ben, ça existe aussi dans Poetry. Il suffit juste de rajouter un petit plugin Poetry qui est Bump Version. Une fois que vous avez fait ça, ben, essentiellement, donc là, hop, je le fais pour Marco. Hop, vous allez avoir juste à écrire Poetry Version et patch minor ou major pour indiquer que vous voulez faire un bump de patch, un bump mineur ou un bump majeur. Et automatiquement, ça va modifier dans le fichier pyproject.toml et aussi dans les fichiers .init. Si vous utilisez SQLite PH3, attention, il y a comme des petites magouilles à faire, mais si vous utilisez PH3, ça le fait automatiquement, va changer votre numéro de version. Donc voilà, pour répondre à ta question, Bump Version, tu ne l'installes pas, tu mets juste le plugin Poetry, et après tu fais Poetry Version pour faire tes changements de version. Oui. D'accord. Et du coup, t'as pas à avoir un setup.cfg comme dans des torculés dans lequel tu mettais le numéro de version. Non, non, non.
Alors, une philosophie, c'est tout ce qui était dans des fichiers config reculés, normalement, doit pouvoir être rapatrié dans le ToML. Les configurations de PyTest, les configurations de Tox, tout ça, normalement, le ToML doit avoir une section pour le décrire. Ok. Hop, Léo. Peut-être que j'ai raté un point. Donc, la relation entre PH3 et Poetry, c'est une sorte de parfait parce que tu dis que tu peux l'utiliser avec PH3, mais ça veut dire que tu peux aussi faire ça. Essentiellement, Package Helper 3, c'est deux choses. C'est un boilerplate, c'est-à-dire une manière d'instancier un squelette de projet facilement. Et ce tutoriel. Okay. Voilà, c'est tout. Okay. Voilà, tout ce qui est fait là peut être fait essentiellement sans Package Helper 3. Le truc qui est vraiment beaucoup de boulot et qui change la vie, c'est Poetry. Okay. Et je n'ai strictement rien à voir avec Poetry, à part le fait que je me prosterne devant le fait que ça marche très bien. Et Cookie Cutter. Et Cookie Cutter. C'est le truc qui te génère ton arborescence de fichiers, ton squelette d'arborescence de fichiers. Voilà. Même si, après justement avoir un peu écumé les mers, voilà, c'est pas aussi génial que ce que je pensais au début. Bah, ça fait le job. Voilà, c'est essentiellement, pour ceux qui font du HTML, c'est un template Jinja. Oui, c'est ça. Oui. C'est tout. Non, tout à fait. Tu peux me dire ce que c'est Cookie Cutter? Alors, Cookie Cutter, c'est essentiellement... bon, on va y aller. Hein. Hop, Cookie Cutter. Bah, je dois y avoir un hyperlien là pour aller... Hop. Donc, ça, c'est des concurrents, par exemple. Cookie Cutter Poetry, c'est des concurrents, mais qui font très bien le job. Hein. Alors, est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il y a un lien vers Cookie Cutter? Cookie Cutter, Audrey Roy Greenfield. Ouais. Audrey. Alors, est-ce qu'il y a une documentation? Oui, il y a une documentation. Oui, quand même. Essentiellement, c'est un système où tu te prépares un squelette avec des placeholders, typiquement, où tu vas dire, bah voilà, ici tu mets le titre du paquet, ici tu mets le version du truc. Donc tu te fais un gros squelette comme ça. Tu as le droit, parce que c'est du Jinja, à quelques ifs. Tu as un fichier JSON, cookiecutter.json, qui va définir des questions que tu poses à l'utilisateur. Typiquement, tu vas lui demander quel est ton nom GitHub, quel est ton nom complet, quel est ton email. Et à partir de là, ces questions vont devenir des variables que CookieCutter va injecter dans ton squelette pour l'instancier et faire un squelette complet. Voilà, c'est ça, CookieCutter. C'est un template de template. C'est ça. C'est ça, voilà, c'est un méta truc. En fait, ça a un intérêt que je me permets de signaler, c'est que tu as la stratégie Marco qui est j'ai pas envie d'apprendre un nouvel outil comme CookieCutter et en fait je copie un ancien squelette de projet et je le charcute. Mais en fait, en pratique, c'est hyper relou parce que il y a plein d'endroits où le nom de ton projet apparaît. Dans Sphinx, il apparaît à un endroit. Dans Poetry, il apparaît à un autre endroit. Enfin bref, il apparaîtra à plein d'endroits et tu n'as pas vraiment de manière de rassembler ton nom de projet en un seul endroit. Et donc, du coup, avoir un outil comme CookieCutter qui va te permettre de générer toute l'arborescence et tous les fichiers de base avec le même nom de projet, bah, c'est pas mal. Bah de fait, d'abord François, puis moi, je peux te garantir qu'on s'est paluché des contrôles F pour essentiellement vérifier les trucs. Dans les versions premières de Package Helper 3, il y avait encore plein de placeholders qui étaient passés au travers des mailles du filet, qu'il a fallu rechercher. Mais oui, de fait, je fais le travail une fois pour toutes. Et personnellement, ce que je fais généralement quand je dois faire des trucs un peu modifiés, bah, typiquement des paquets swapcard, je me fais un squelette avec PH3, histoire d'avoir un truc un peu propre. Et après, mais parce que je connais un peu ma structure, je fais mes modifications spécifiques parce que je sais que je dois faire cette modif ici, cette modif là, pour le transformer en quelque chose de swapcard compatible. Voilà, essentiellement, je dois modifier mes GitHub Actions, je dois virer 2-3 trucs. Bref. Après, il y a un outil qui nous manque, qu'on ne s'est pas encore fabriqué, c'est le comment anonymiser un package. Ça, on en a eu besoin quand on a soumis des papiers. Parce que du coup, dans ton arborescence de package, il y a ton nom, ton adresse mail, le lien vers la documentation qui apparaissent à 50 endroits différents. Et quand tu veux justement envoyer ton package en attachment avec un papier, justement, pour montrer que tu ne vas pas donner le lien public, évidemment, parce que ça aussi,
une brèche d'anonymisation. Donc, tu dois anonymiser ton truc à coup de CTRL F, c'est assez relou, quoi. Et de fait, la dernière fois, on s'y est repris au moins à 3 fois parce qu'à chaque fois, on avait loupé des trucs. Après, je pense qu'une possibilité, c'est, alors j'ai pas testé, hein, mais de faire un PH3 justement anonyme et d'injecter le code Donc, ouais. si c'est pas trop. Sinon, tu as un truc qui est bien, ça s'appelle SED. C'est bien. C'est quoi? C'est un replace ligne de commande Linux. D'accord. Mais sur une arborescence. Mais ceci dit, dans PyCharm, tu as ça aussi, hein, y compris avec des expressions régulières et tout, mais malgré le fait d'avoir un truc avec des expressions régulières et dans toute une arborescence de façon récursive, c'est quand même facile d'en louper malgré tout. Alors, quitte à continuer un petit peu de discuter des technologies de paquet Python, je vais vous parler un petit peu à l'aide de plugin up de la gestion des versions. Alors, si vous regardez un petit peu, par exemple, dans Package Helper 3, qui a été fait de manière un petit peu Munchausen avec Package Helper 3, tout s'est bien passé. Donc, juste, je vous montre un petit peu, tiens, hop, le cookiecutter.json qui est ici, qui liste différentes questions qui vont vous être posées et quelles sont les réponses possibles. Oui, mon PyProject est ici. Tac. Donc là, ici, vous avez, voilà, je vous montre un petit peu le truc. Un PyProject va avoir le tool.poetry, qui est une section qui va dire vraiment les trucs qui décrivent votre projet. Voilà, mon projet, son petit nom, c'est ça, sa version, c'est ça, sa description, c'est ça, celui qui l'a fait, c'est ça, le répertoire où c'est disponible, c'est là, la documentation, elle est là, le README, il est là, le paquet, il est situé là, etc., etc. Bref, plein de trucs. Et donc, il y a les dépendances. Donc, en particulier, pour Package Helper 3, les seules dépendances dont vous avez besoin, c'est CookieCutter, donc pour appliquer les templates, et Click pour essentiellement avoir droit à une interface en ligne de commande un peu sympa. Et donc là, vous voyez ce petit signe-là, qui est le signe caret. Et donc ça, c'est un signe qui dit essentiellement, je veux quelque chose qui soit dans la zone décrite de la version. Alors, ça veut dire quoi la zone? Essentiellement, une version, typiquement, ce qu'on appelle les versions sémantiques aujourd'hui en Python, mais aussi dans d'autres langages, c'est composé de 3 nombres. La version majeure, la version mineure et la version de patch, x.y.z. Et donc, avec le caret, je dis, voilà, si je précise x, y et z jusqu'au patch, ça veut dire qu'essentiellement, c'est pas grave, tu peux changer la version de patch, mais par contre, garde la majeure et la mineure. Si j'avais écrit 2.4, j'aurais dit essentiellement, tu peux changer le patch, je m'en fiche, tu peux changer la mineure, tu peux prendre une mineure plus grande, il n'y a pas de souci, mais par contre, garde la majeure. Et si j'avais mis juste carré et 2, par exemple, ça veut dire essentiellement, tant que c'est une version supérieure à 2, ça me va. Donc, le système de caret, c'est un petit peu, en tout cas, c'est ce que Poetry recommande par défaut pour décrire ce que vous avez. C'est un compromis entre flexibilité et garantie que ça ne va pas exploser. Donc voilà, ça va. Donc là, par exemple, par défaut, un PyProject, la plupart du temps, va vous donner essentiellement des trucs où vous pourrez upgrader au niveau patch, mais pas upgrader au niveau miner. C'est la config par défaut des paquets que vous avez rajoutés dans Poetry. Donc ça, c'est très bien, ça vous garantit que le truc fonctionne. Par contre, ça veut dire que votre truc va périmer. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, par défaut, Poetry peut vous permettre de mettre à jour à la main la description de qu'est-ce que vous voulez comme paquet dans le ToML avec Poetry Update ou Add Package at Latest, par exemple. Il y a quelques commandes comme ça pour le faire. Et il y a aussi un petit plugin qui est plugin Up, où essentiellement, si vous faites Poetry Up, va dans le fichier ToML essayer de monter autant que possible toutes les déclarations en caret.
Je crois que par défaut, il ne touche pas aux versions que vous avez modifiées vous-même. Vous allez avoir des plus grands queues, des plus petits queues, des égal, parce qu'il considère que ça, c'est un petit peu touchy. C'est à vous de le faire. Par contre, tout ce qui est carrette, il va essayer de le monter en espérant que ça n'explose pas. Et Alors, d'ailleurs, c'est assez oui, marrant ta stratégie pour gérer les versions parce que la mienne est différente. Je dirais pas qu'elle est meilleure parce que j'ai pas vraiment d'avis. Moi, j'ai tendance à être laxiste, c'est-à-dire au début, je mets rien. Donc, dans la dépendance, au lieu de mettre caret, un numéro de version, je mets étoile. mm, Et après, je sais qu'il y a certaines versions, par exemple de Pitest ou de Sphinx ou de je sais pas quoi, où il faut pas descendre trop bas parce que sinon, ça va pas marcher avec le thème ou je sais pas quoi. Donc là, je vais mettre un supérieur ou égal à ce numéro de version que je sais être le bon. mm. Et je fonctionne plutôt comme ça. Et j'utilise rarement les carrés, ce qui du coup m'évite justement à avoir le problème de péremption dont tu parles et avoir besoin de poetry up. Alors par contre, comme les dépendances sont plus larges, ça veut dire également que quand tu génères ton propre poetry lock, il va peut-être marcher très bien sur ta machine, mais quand quelqu'un va essayer sur sa propre machine, juste parce qu'il n'a pas la même version de Python, ben, il va pas pouvoir l'exploiter directement, donc il va avoir lui-même à recalculer ses dépendances et ça va peut-être casser, quoi. Tout à fait. Alors, ceci dit, alors, c'est surtout vrai sur les versions récentes de Poetry. Je sais pas en combien tu es, moi je suis en 1.7. Euh, en fait, Poetry, justement, si tes dépendances sont propres et déclarent comme il faut leurs propres exigences, Poetry va vite t'engueuler si tu mets des étoiles dans tous les sens. Non, Moi, non. En fait, Poetry, il t'engueule. Comment dire? En fait, il se débrouille pour chercher un jeu de dépendance dont les numéros de version sont compatibles entre elles. oui, Parce qu'en fait, il faut, quand tu résous les dépendances, tu résous deux choses. Tu résous de quel paquet tu as besoin et récursivement de quel paquet tu as besoin. Et dans tout cet arbre de dépendance, tu cherches un jeu de versions qui font qu'elles sont compatibles entre elles. Et tout le but du poetry.lock, enfin quand tu lances la commande poetry.lock et qu'il calcule le fichier poetry.lock, c'est justement de déterminer dans cet arbre de dépendance un jeu de version compatible. Ce qui est parfois d'ailleurs un peu surprenant, c'est que ce qu'il va calculer n'est pas forcément, selon la machine, le jeu de version le plus récent. Alors ça, c'est peut-être des histoires de cache, ça j'en sais rien, mais un des problèmes que j'avais, justement, c'était ça, mais bon, je mets ça sous le tapis. Mais quoi qu'il en soit, là où Poetry va t'engueuler, c'est si par exemple tu mets je veux ce paquet dans telle plage de version et ce paquet dans telle plage de version, et les deux ont une dépendance commune qui font que c'est incompatible parce qu'ils n'ont pas besoin ils ont pas de plage de numéro de version qui intersectent, si tu veux. Et donc là, il va t'engueuler. Mais sinon, tu peux parfaitement mettre des étoiles, ça pose pas de problème. oui. Mais par exemple, sur la version, alors sur Package Helper 3, justement, sur la version de Python, je sais qu'au début, j'avais mis 3.8 et Poetry m'a gentiment dit, bah non, parce que si tu mets 3.8, tel paquet qui en 3.8 veut pas plus que telle version va être en conflit avec tel paquet qui en 3.8 veut au moins telle version, et donc ça marchera pas. Et m'a dit, bah, ce que je te recommande, c'est de mettre Python plus grand que 3.9. Ouais, 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 c'est une manière de faire. Ben, c'est typiquement le genre de truc que je te dis. C'est Mm. que en fait, peut-être qu'en 3.8, par exemple, tu vas avoir la dépendance A qui dit je veux ça, mais Mm. la dépendance B qui veut ça, et du coup, là, tu vas avoir un clash. Et Oui. du coup, une manière de mettre le problème sous le tapis et de dire, bon, écoute, tu nous fais chier avec ton 3.8, hop, Passe au j'en veux 3.9. pas, je mets 3.9, et hop, tout va bien. Et par contre, les gens qui sont en 3.8, je pense à Mathieu sur son Lambda V2, il fait miaou, et voilà. Ah, il passe en 3.12 et puis il arrête de s'embêter. Et s'il passe en 3.12, il en aura pour 3 ans avant de changer. Oui, non, mais c'est ce que je lui ai dit. Mais ce à quoi il m'a répondu, oui, mais sur cette machine, tu comprends, j'ai un autre projet, c'est Ross, c'est compliqué à installer, les dépendances sont vieilles, nanani, nanana. Je lui Mm. fais, bah écoute, alors il y a une solution, en fait, qui consiste à dire, bah écoute, relâche la dépendance Python dans le Pi Project parce que ça va marcher chez toi, mais si je le mets, moi, ça va casser l'intégration continue, par exemple. Et ça, c'est comme ça qu'on contourne le truc dans la vie. Mais c'est un peu relou, quoi. En fait, ce qui est un peu dommage dans Poetry, et c'est ce qui, moi, je trouve, me manque, c'est que effectivement, il est plus puissant que Setup Tools pour spécifier les numéros de version. Alors, t'as un peu exagéré tout à l'heure parce que dans le requirement de Setup.py, tu peux quand même mettre des contraintes les numéros de version, mais bon, c'est pas aussi puissant que Oui, mais elles ne sont Poetry. pas checkées. Mais par contre, ce que tu n'as pas dans Poetry, c'est dire au fait spécifiquement quand tu es dans telle release de Python, j'aimerais adapter un peu les dépendances. Ça n'existe pas, par Mm. exemple.
Oui, tout à fait. Oui, parmi les trucs que j'ai pas spécifiés, c'est effectivement, bah, comme tu l'as dit, la version simple d'un paquet, bloup, 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 ça va être dire comme ça. Mais ça peut être aussi un truc beaucoup plus complexe où tu veux dire, bah, je veux telle version avec telle option d'installation, par exemple. Très souvent, pas très souvent, mais il y a certains paquets qui ont des options d'installation. Typiquement, est-ce que tu veux l'installer avec le binaire ou pas? Et donc ça, tu as extras et tu peux rajouter. Et donc, et tu peux même dire, comme disait Marco, alors si tu es en Python 3.8, alors n'installe pas plus que telle version sur ce paquet-là. Si tu es en 3.9, en gros, on peut vraiment donner des specs très, très, très détaillé sur quelle version on veut en fonction de là où on est, de l'âge du capitaine. On peut demander en fonction de l'OS qui est utilisé. On peut demander en fonction de plein de choses. Donc là, je suis sûr qu'il y a une commande poétrie pour dire si c'est la machine à Mathieu, alors installe ta version du paquet, par exemple. Ah bah alors du coup, là tu m'offres un plateau d'argent. C'est comment tu fais concrètement, par exemple, donc supposons que tu veux y mettre des dépendances différentes pour Python 3.8 et Python récent, on va dire par exemple. Alors, je l'ai vu, mais là, je ne vais pas le faire pendant le tuto, mais essentiellement, ça Stack Overflow assez bien. Et Ah d'accord, par intéressant. exemple, je regarde Boto 3, le package, non, Botocore, Botocore, va juste carrément dans leur code et regarde leur PyProject OML. Tu auras un exemple où justement, ils font du switch en fonction de la version. D'accord, merci. Attends, hop. Allez, la maison de recul, devant aucun sacrifice. Alors, est-ce qu'ils ont un PyProject OML? Oui, ils ont un PyProject OML. Ah, non, ça doit être dans Boto 3 peut-être. Oui, c'est ça, ça. Alors, je vais essayer Boto 3. Une auto. Non plus. Où est-ce que j'avais vu ça? J'avais vu dans les dépendances un truc beaucoup plus. Qu'est-ce que. Enfin, alors, ça te pointe pas, tant pis, il y aura peut-être un équivalent. Ouais, non, ça c'est du Rockwise, c'est un peu nul. Donc, non, c'est pas Bototo, c'est ailleurs, et du coup, je sais plus où, mais j'ai vu à un moment donné un 2ML qui avait exactement ce que tu disais, qui, en fonction de la version, déployait telle ou telle version. Après, voilà. Allez, Bon, moi je chercherai. poétrie. Hop, Python version dependency. Ah, il y a une question? Non, 5 minutes. 5 minutes. Vous en avez tous, les gens. À t'écouter. Oh, Je faut fais bosser l'info. aussi, hein. Ouais, je me suis dit que j'aurais trop de temps à installer tout et que j'attaquerais pas le tuto. Donc voilà, je Bah pense, ouais, ouais, tu y as là, c'est ça. Ouais. Ah d'accord, ok, je connaissais pas ça. voilà. D'accord, Et donc, c'est en cool. mettant plusieurs lignes comme ça, tu vas pouvoir gérer le truc, quoi. Intéressant, ok, merci. Y compris, voilà, je suis sûr que là-dedans, tu dois avoir un, si c'est la machine de Mathieu. On va pas en aller jusque-là, mais ouais, déjà je vais pouvoir. Voilà, regarde, c'est typiquement ça que tu veux. Mhm. Voilà, si je suis dans un vieux Python, bah, dans ce cas-là, il faut que ta version soit plus petite que 1.9. Par contre, si j'ai un nouveau Python, tu peux utiliser 2.0. C'est typiquement ce genre de truc-là qui te permettra de t'en sortir. D'accord, d'accord, ok. Ok, bah parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Merci. Ah, pas de souci. Donc, en 5 minutes, très vite fait, les gens sont, à part bon, Marco, évidemment, les gens sont pas très réactifs. Essentiellement, normalement, si vous faites pip install package LPR3, vous allez pouvoir avoir votre petit squelette qui se fonctionne. Juste, je vous décris pour ceux qui veulent un petit peu le faire plus tard. Les trucs importants, c'est votre nom, comment vous le savez, votre email. C'est compliqué parce qu'on peut en avoir plusieurs. Votre login GitHub, ça c'est important. Name, slug et projet. Alors ça, c'est un truc où j'ai beaucoup galéré. Donc si je vais passer 5 minutes, je vais peut-être vous raconter un petit peu la différence parce que je sais que dans Package Helper 2, C'était pas clair. c'est pas clair du tout. Ouais. Donc C'est maintenant, clair que c'était pas clair. alors c'est pas une séparation officielle, mais c'est celle que je me suis faite en regardant un petit peu les habitudes qu'il y avait à gauche à droite. Encore une fois, il n'y a rien d'officiel là-dedans. Mais sur un projet, je considère qu'il y a le nom du projet, qui est le nom en langage humain. Vous allez avoir des espaces, des majuscules,
Vous pouvez faire de l'UTF-8 si vous voulez, avec des unicorns dans tous les sens, des smileys, ça je m'en fiche un petit peu. C'est le nom du projet. Ensuite, vous avez la slug. La slug, la convention que je considère comme devant être utilisée et qui est utilisée un peu partout, c'est ASCII, tout en minuscule, avec des tirets pour séparer. Donc normalement, si vous avez un nom de projet et s'il est écrit en ASCII, c'est facile de le transformer en nom de slug. C'est-à-dire par défaut, pour KGL3 va vous proposer la slug automatique de votre projet. Slug, oui. Question. Ça, c'est le nom du projet, donc le nom du directory qui contient ton projet? Slug, c'est typiquement un nom de répertoire. Ça va être le nom du repository dans GitHub, le nom du repo dans PyPy, même si PyPy a tendance à pouvoir intervertir Slug, bref. Mais essentiellement, vois ça comme le nom du répertoire où tu vas tout stocker. Le répertoire maître. Ensuite, il y a le nom du paquet, qui est le nom du truc qui va être importé. Quand tu vas faire import mon paquet. Donc ça, c'est le nom du paquet. Et ça, c'est les conventions Python, ça veut dire tout en minuscule avec des underscores. Donc voilà. Nom du projet, slug, nom du paquet. Et essentiellement, très souvent, on confond les uns et les autres, mais non. Enfin, c'est par exemple, ben voilà, scikit-learn. Sa slug, c'est scikit-learn. Son paquet, c'est sklearn. J'ai fait récemment un paquet multi-arm bandit, nom du projet avec des majuscules et espace entre arm et bandit. Nom de la slug, multi-arm bandit avec des tirets. Nom du paquet, mab. Parce que comme ça, c'était direct. En fait, juste pour compléter ce que dit Fabien, c'est que en Python, quand tu programmes, tu veux souvent que le package name soit raisonnablement court, donc genre 5-6 caractères max. Euh, alors que des fois, ton slug, ton slug ou ton nom de projet, tu veux qu'il soit beaucoup plus parlant et ils sont parfois beaucoup plus longs. Et des fois même, tu n'as pas le choix en fait du nom du projet ou du nom du slug parce que c'est pas toi qui l'administre. Par exemple, tu bosses chez Nokia, tu veux mettre un truc sur le repo Nokia, c'est eux qui vont t'imposer la slug. Mais toi, par contre, tu as envie que ton nom de paquet, ce soit pas une tartine qui fasse 1 kilomètre de long. Et donc, c'est là où la distinction entre les deux va être importante. Ouais. Même si tu peux toujours faire import numpy as np, import pandas as pd, etc. Enfin, Ouais, bref. mais tu vas avoir à l'écrire à chaque fois dans chacun de tes modules où tu vas vouloir, si tu dois écrire from, enfin, import multibandi as mab partout, enfin, t'as rien gagné quoi dans l'histoire. Juste pour vérifier, quand on fait un pip install, c'est le slug. Ouais. Et par contre, quand on importe, c'est le name. Exactement. Il a tout compris, il a bien suivi. Et c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de paquets, y compris des paquets très connus, qui n'ont pas une slug qui correspond au name. Par contre, je crois qu'il a dyslexé, il a dit le slug pour pip. Pour pip, Oui. c'est le package name. Pip. Non, pour moi, c'est Project Slug, c'est pour Git. Et pour pip, c'est package name. Alors, ceci dit, ça dépend peut-être aussi de la manière dont tu configures ton dépôt sur Pipi. Mais moi, par défaut, mon action GitHub qui souscrit sur PyPy utilise la slug. Pip install scikit. Ah oui, ça pourrait expliquer, ouais. Ça pourrait expliquer la nuance, effectivement. En fait, je pense que la vraie bonne réponse, c'est dans Git, c'est le nom du répertoire que tu verras apparaître dans GitHub, et dans pip, c'est le nom du truc que tu as sur Pipi, quoi. Voilà. Et après, c'est à toi de voir comment tu câbles par rapport à ta slug et ton package name. Apparemment, on n'a pas tout à fait la même philosophie avec Fabien. J'ai un peu décidé parce qu'effectivement, on peut imposer à PyPy d'envoyer le nom du paquet, mais c'est de dire le slug, c'est le répertoire. Je me suis fixé ça comme moyen de me rappeler toujours si je vais utiliser le slug ou le nom de paquet. Ouais. Slug égale un répertoire, un repository. Répertoire au sens Git. Au sens Git, au sens répertoire local. Et en fait, c'est aussi un repo dans PyPy. Dans Python, quand tu as des modules imbriqués, tu es censé mettre des underscores. Oui. Mais là en l'occurrence, d'ailleurs, il a un tiré et ensuite tu as des underscores en dessous. En fait, en l'occurrence, tu vas avoir un répertoire qui va avoir le slug, ça va être ton répertoire où il y aura tout. Et à l'intérieur, tu as un répertoire avec les underscores et qui est le répertoire où il y a le code, en fait. C'est ça. Ça, c'est ma slug. C'est mon repo GitHub et aussi le repo PyPy. Même si j'ai peut-être foiré sur KGL3. Et à l'intérieur, j'ai mon paquet qui, lui, est avec des underscores. En fait, je rétropédale, tu as raison. En fait, dans Pipi, c'est bien le slug aussi. En fait, il y a une vraie raison, c'est que
que tu sois dans GitHub ou dans Pipi, souvent, en fait, enfin, à moins que tu fasses partie d'une organisation dans le cas de GitHub, mais Voilà. généralement, c'est pas forcément le cas, ton nom de projet peut entrer en collision avec des projets qui existent déjà auparavant. Et donc, ta slug va être une espèce d'identifiant unique. Donc, je Mais parfois, ton package name, tu as envie d'utiliser un truc et tu n'as pas envie de te préoccuper de savoir si quelqu'un l'a utilisé ou pas. Et donc là, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir une distinction entre les deux. voilà. Le nom, hop, la slug, le nom du paquet. Tu dis là quelque chose que tu n'as pas dit jusqu'à là, qui est que ton projet et ton paquet, il y en a un qui est dans l'autre. Bah oui, tout à fait. Oui, non, mais tu l'as pas dit jusqu'à là. Tout à fait. En gros, quand je parlais de la structure, tu sais, j'avais dit qu'il y avait un README, un PyProject2ML, plein de trucs qui servent à des trucs divers et variés. Et accessoirement du code, bah, effectivement, le code est à l'intérieur du sous-répertoire project name de ta project slug. D'accord, il n'est pas à la Voilà. racine, il y a un répertoire, Voilà. il y a un dossier. C'est ça. Il y a un dossier pour le code. Et c'est là que tu vois que, par exemple, le code de Package Helper 3 est quand même assez minimal, sachant que fou, je crois que c'est une demi-function qui a juste un Fibonacci à l'intérieur, que j'ai oublié d'enlever, et que essentiellement, c'est juste la commande line interface qui est là-dedans. Voilà. Et le code de Package Helper 3, voilà, c'est 15 lignes. Alors là, je vais te poser des questions à la con. Quand tu installes un package, tu installes que le code du package helper, tu n'installes pas tout ce qui est autour. Alors, ça dépend un petit peu si tu installes, pour le coup, je sais. En gros, chez Python, il y a un système qui s'appelle des wheels, des eggs, des choses comme ça. Je sais pas trop ce qui se passe. Je peux te dire que pour les dépendances, normalement, il installe que les dépendances que tu déclares principales et pas les dépendances auxiliaires. Mais quand il installe une dépendance, il installe que le package, il n'installe pas Oui. le projet qui est autour. Normalement, si le truc est bien fait, oui, c'est justement quand tu Attends, publies. je peux expliquer si tu veux, Fabien. Bah, vas-y. Donc, les eggs, c'est l'équivalent d'un. C'est un truc qui est spécifique à Setup Tools et qui donne des informations sur un projet que tu as installé avec pip, en gros. Donc, c'est un truc qui est voué à disparaître. Le wheel, en terminologie Linux, ce serait un peu l'équivalent d'un paquet binaire. C'est un truc qui est prêt à déployer, qui est prêt à cuire. Et en fait, quand tu vas construire ton paquet avec Poetry, typiquement, ce qu'il va construire, c'est une wheel qu'ensuite tu vas pouvoir installer avec pip. Donc, ce sera une wheel qui est locale. Et ce qui se passe quand tu mets ton projet à disposition en open source, c'est que typiquement, tu vas uploader des wheels sur Pipi. Et donc, les gens, quand ils vont faire un pip install de ton paquet, ils vont directement récupérer une wheel, hop, la décompresser et hop, ce sera parti. Et le cas où, en fait, ils vont pas récupérer une wheel directement de ton projet, même si c'est en open source, donc par exemple, tu travailles sur NumPy, voilà, tu es, développeur de NumPy, mais voilà, pas de chance, le gars, il veut installer NumPy sur un Python pour lequel tu n'as pas précompilé une wheel. Et NumPy, typiquement, il y a des parties qui sont écrites en C, et donc la wheel, c'est vraiment un binaire, il n'y a pas que du Python, donc c'est vraiment spécifique à une dépendance. Et ben là, dans ce cas-là, en fait, si Poetry ne trouve pas la wheel, il va avoir en fait envie de récupérer les sources et de les compiler localement, ce qui veut dire que sur la machine, il va y avoir un compilateur et tout le tralala en fait pour compiler ton NumPy. Et soit dit en passant, c'est là où ça va commencer à poser problème, c'est que typiquement NumPy, si par malheur, et c'est le cas, il utilise un setup.py et bah là, Poetry va faire la gueule parce que c'est pas PEP, le numéro dont parlait Fabien, et c'est là où ça va poser problème. Et donc, voilà, donc tu as envie, en résumé, en gros, la wheel, c'est ce que tu as envie de mettre à disposition, c'est un peu l'équivalent d'un point deb sous Linux. Les sources, ce serait l'équivalent d'un TargGZ, tu le prends vraiment en tout dernier recours, et les eggs, c'est voué à disparaître. Et donc, ton wheel, il ne contient que le package, il ne contient pas la doc et tout. Bah, Non. juste, je vais répondre juste en prenant l'exemple de Package Helper 3. Je sais, je me suis rappelé un petit peu. Donc là, il y a écrit que par défaut, le package, il faut rajouter ça. Donc là, tu pointes vers l'endroit où ton package name. Donc ça veut dire que ce truc-là va être copié dans le binaire. Je dis, oh, attention, mon coco, pour ce package-là, j'ai aussi besoin que tu me copies en fait, le squelette. Donc là, j'ai OK, tu vas aussi me copier, en plus du paquet lui-même, le squelette, le JSON qui contient les questions que tu as posées au moment de l'installation, et des pré-processing et post-processing essentiellement de package. Voilà. Les hooks, c'est juste pour faire un peu de travail préparatoire avant et un peu de nettoyage après. C'est juste ça.
Et donc non, ta doc n'y sera pas parce que tu l'as pas mis dans Include. Voilà. Et généralement, donc dans Include, tu vas mettre. Alors là, il te montre package version 3, donc c'est pas forcément ce que tu verrais dans un projet classique, mais typiquement ce que tu mettrais dans un projet plus classique, ce serait récupère tout ce qui est dans SRC. Et donc dans SRC, à la racine de SRC, généralement, tu as le nom un dossier dont le nom du paquet est le nom du module Python. Et ensuite, derrière, dans ce sous-dossier, tu vas avoir tes sources Python. Et donc, si ensuite tu as envie, par exemple, de mettre, j'en sais rien, des fichiers de configuration, genre des JSON, enfin ce que tu aurais envie de mettre, par exemple, dans slash etc ou ce genre de choses, j'imagine qu'il faudrait le mettre également dans Include, mais j'ai jamais fait, donc là, je pourrais pas répondre précisément. Enfin, j'imagine que c'est plus ou moins ce que tu fais là, d'ailleurs, Fabien, avec ton cookie cutter, JSON et ainsi de suite. Je dis les dépendances qui doivent être rajoutées en plus du paquet lui-même. C'est tout. Donc, le paquet, c'est ce qui va être. Donc, dans le zip du binaire, qui sera en fait juste des Python, parce que ça sera une AnyWheel, tu vas avoir ton paquet qui est là, en fait. Alors, justement, comme dit Marco, il y a des gens qui font encore dans ton slug une source et dans le source le paquet. Globalement, ça rajoute une hiérarchie pour rien de mon point de vue. Donc, je préfère rester en dessus. Mais donc, c'est ça. Et des fichiers auxiliaires dont j'ai besoin pour que le paquet tourne, qui sont décrits ici, tout simplement. Mais qui ne sont pas dans le paquet. Ils sont installés. Alors, en fait, dans les packages, typiquement, tu vas avoir, en fait, tu vas avoir package LPR 3, peut-être la slug d'ailleurs, puis package LPR 3. Donc, par défaut, tu as déjà la double hiérarchie. Et dans tes lib packages, tu vas avoir ça qui va être, la structure va être respectée essentiellement. Tu as un petit niveau de grâce supplémentaire qui justement sert à rajouter des includes, à rajouter des métadatas. Les métadatas, elles servent quand tu utilises ton. Ah oui, parce que ça, c'est un package qui a une CLI. Et ça, c'est des trucs utilisés par la CLI. Exactement. Pas par des trucs que tu vas avoir en l'appelant dans du code. Essentiellement, ça veut dire quand tu lances la commande package LPR3, qui va être lancée ici, en fait, ça dit hop, remonte d'un cran, et là, tu verras un JSON qui aura été copié. Tu verras le template qui a été copié, et du coup, lance cookie cutter. C'est exactement ce que fait le système. J'ai l'impression qu'il y a une toute petite confusion, donc j'aimerais la clarifier. Le clip.py n'a absolument rien à voir avec l'intégration continue, hein. C'est vraiment juste là où tu mets les points d'entrée exposés par ton module. Donc, par exemple, ton module expose 3 commandes que tu as envie de voir visibles dans le système. C'est là-dedans que tu vas les spécifier. Peut-être, d'ailleurs, Fabien, que tu peux montrer dans le PyProject Toml comment sont câblés les noms de commandes et le main là que tu montres. Tout à fait. Donc, juste pour répéter, la data, voilà, c'est là que tu t'en sers, c'est là que tu accèdes en fait à ta metadata, mais bon, globalement, tout système fonctionnera correctement. En fait, je pense que la question qui est cachée, c'est quand tu crées un projet, il y a 2 utilisations. Il y a en ligne de commande avec des commandes que tu exposes, et il y a dans du Python l'important. Donc, ton package, c'est un truc qui s'importe. Oui. Les trucs que tu mets à côté, ça va typiquement être utile uniquement pour des commandes que tu appelles. Sauf si, non, tu peux aussi avoir des cas où accéder aux métadatas, par exemple, tu peux avoir, alors je l'ai dans le Gizmo, mais dans le Gizmo, je l'ai fait crade, c'est dans le code, normalement, j'aurais pas dû faire ça. Tu as des toy examples, par exemple, qui typiquement doivent être dans un répertoire data, mais qui n'appartiennent pas sémantiquement au code en lui-même. Et ben ça, si tu veux les fournir et faire en sorte que tu puisses les importer avec une commande Python, y compris dans un import package, c'est ce que tu vas faire. Tu vas utiliser ce genre d'architecture. Donc, c'est pas forcément lié à la command line. Et juste pour la command line, vous allez voir à quel point c'est pet comme chou. Dans votre toML, vous définissez des scripts où essentiellement vous disiez votre nom de commande, donc là, PH3, et ensuite, où c'est qu'on le trouve? Donc, dans nom de paquet, fichier CLI.py implicite, la méthode main. Voilà, c'est tout. Et donc, vous en rajoutez autant que vous voulez. Comme ça, vous pouvez faire des commandes dans tous les sens. Mais CLI sera l'occasion de notre tutoriel, parce que je crois quand même qu'il est déjà assez tard. S'il y a une dernière question rapide, non, on va aller sourire. Cette question rapide. Okay. Vos questions à Fabien, vous savez où il habite, de toute façon, vous pouvez aller l'embêter. Merci Fabien.
Et bon appétit à tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci, à bientôt.